Salut, c'est Jessica de la chaîne Petite Bulle. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août et il y a quelques temps, Maps a eu l'initiative qu'on pourrait interviewer des auteurs. J'ai embarqué dans l'idée et si vous avez vu ma vidéo d'il y a quelques jours, vous savez qui est-ce que j'ai questionné. Et d'ailleurs, là-dessus, je vous laisse avec l'interview que j'ai réalisée avec Stéphanie Perron. Salut Steph! Salut! Merci de participer à mon interview pour le 12 août. Fait que ça va être une série de questions que je vais te poser. Puis il y en a 8 en tout. C'est bon! Fait que la première, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Dans le fond, quand j'étais adolescente, j'adorais les jeux vidéo. Et j'ai découvert au secondaire les RPG au PlayStation 1. Donc, je me suis mis à jouer tout bonnement. Puis, à un moment donné, en jouant à un jeu vidéo très, très important pour moi dans mon cœur, je vais vous le présenter. C'est Legend of Dragoon. On le voit mal, mais dans le fond, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là et j'ai tellement embarqué dans l'histoire. Je ne jouais que pour l'histoire. Et dans le fond, je me suis dit, oh my God, je veux écrire des histoires comme ça. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à écrire, justement, parce que le goût de créer des personnages, de créer des environnements fantastiques, fantasy. C'est ça qui est le fun. Je veux dire, d'habitude, c'est les gens, quand ils lisent, c'est ça qui les amène à vouloir écrire. Mais là, toi, c'est avec les jeux vidéo, c'est quand même original. C'est un jeu. Mais moi, personnellement, je trouve qu'un jeu vidéo, pour moi, c'est un roman interactif. Parce qu'il y a des personnages, il y a une histoire, il y a un scénario, il y a des émotions. Là-dedans, dans un roman, si tu veux savoir la suite, il faut que tu tournes la page. Dans un jeu vidéo, il faut que tu le battes, le boss. Sinon, t'as pas accès à la suite. Là, aujourd'hui, avec Internet, c'est possible, mais dans mon temps, il n'y avait pas Internet. Donc, j'étais pris à mourir pour avoir la suite. Et c'est de là qui m'est venu l'amour des c'est vrai que c'est visuel, c'est ça. Les jeux vidéo, c'est plus visuel. Okay. Oui, exactement. Donc, j'ai commencé avec les Legend of Dragoon, puis après, c'était les Final Fantasy au complet, là, plusieurs RPG, Valkyrie Profile, Chrono Trigger. Je joue à ces jeux-là pour l'histoire. Le gameplay un peu aussi, mais c'était vraiment pour le scénario. Super. Oui. Mais j'ai reconnu quelques titres. Je vois pas énormément comme toi, mais je sais qu'il y a mon conjoint, là, que Legend of Dragoon. Là. Ouais. Dans ces jeux-là. Sinon, comment t'en es-tu venu à écrire ton premier roman né autre? Puis là, je vais aller les chercher. Oui, parce que j'ai pas d'exemplaire en ce moment. Dans le fond, c'est qu'au secondaire aussi, en plus d'aimer les jeux vidéo, j'ai découvert que j'étais homosexuelle. Et comme je l'ai dit tantôt, dans mon temps, il n'y avait pas Internet. Donc, j'avais aucune idée de qu'est-ce que je devais faire avec ça. J'aimais les femmes, mais est-ce que... Pour moi, je ne savais pas si c'était une maladie, je ne savais même pas si je pouvais changer ça, je ne savais rien de ça. Donc, j'ai décidé d'aller à la bibliothèque pour m'informer, pour trouver des romans justement qui me représentaient, pour comprendre ce que je vivais. Et il n'y en avait vraiment pas beaucoup. C'était surtout du Michel Tremblay qu'il y avait, où c'est des relations avec des hommes et des jeunes hommes. Donc, ça me touchait pas personnellement, dans le sens que c'est pas ça que pas grand-chose sur les femmes, dans le fond. Non, l'homosexualité féminine, c'était très, très, très rare, là, en tout cas à l'époque, quand j'étais adolescente. Donc, j'ai décidé que j'allais en écrire un moi-même pour moi, personnellement, comme thérapie, mais aussi pour aider toutes les jeunes, que ce soit adolescents, adolescentes, puis peu importe l'orientation sexuelle. C'était vraiment pour les aider à, s'ils se posaient des questions, à pouvoir mieux comprendre ce qu'ils vivent. Donc, c'est pour ça, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parfait, OK. Puis, il te restait des exemplaires, d'ailleurs, à vendre pour soutenir Yvan Godbout? Oui, dans le fond, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà au courant de toute la saga là, autour de ça. Donc, moi aussi, je voulais offrir un peu pour Yvan, justement, pour le soutenir dans toute cette saga-là, comme j'ai dit, qui est effectivement horrible. Donc, toutes les autres qui me restent, j'ai environ encore une quarantaine de copies chez moi. Donc, si les gens ils veulent, j'ai vraiment 10 $.
plus les frais de livraison si jamais je dois faire livrer. Sinon, je peux faire la livraison sans contact aussi dans les environs de Montréal. Et tout l'argent amassé, je vais le donner à Yvan, justement, à sa cause de soutenir Yvan Godbout. Et comme je dis, tout l'argent va être remis à sa cause et je le jure sur mon cœur d'auteur. C'est vraiment gentil de ta part de le soutenir et de l'aider à ta manière. C'est super. Sinon, c'était quoi ta routine d'écriture pour commencer une session d'écriture? C'est horrible! Quand je suis chez moi, parce que j'écris partout, en fait, mais ma routine, c'est que je dois avoir de la musique. Des fois, j'ai de la musique avec parole, mais c'est très rare. Sinon, c'est vraiment plus de la musique de jeux vidéo, de la musique de films, des compositeurs quelconques. Donc, il faut que ce soit des musiques sans parole. Des fois, c'est épique, des fois, c'est triste. Ça dépend vraiment de mon mood. Donc, je me fais une playlist. Ça peut me prendre jusqu'à 1 heure, là, trouver une bonne playlist, mais choisir mes tunes, faire ma playlist sur Spotify. Donc, après 1 heure, j'ai mes tunes et je la fais jouer pendant 5 minutes et je suis tannée et je change. Ouais, la première fois que j'ai su ça de toi, parce que, tu sais, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais Steph, c'est ma partenaire d'écriture habituellement les mercredis soirs. Et quand j'ai appris ça la première fois, j'étais comme, voyons donc. Mais tu sais, pourtant, t'es pas en retard à nos rendez-vous et tout, mais tu sais, c'est ça. 1 heure avant, toi, t'es dans tes playlists. Puis... Ah, mais ce que je dis pas, c'est que dans nos sessions d'écriture, souvent, j'écris pas. Je me choisis. Ah, OK! Ouais, c'est ça. T'as l'air d'écrire, mais finalement, t'es encore poigné dans ta playlist. Zéro productivité, là. OK. Oui, d'accord. Donc, sinon, pour continuer, je sais que tu as écrit aussi un roman de la collection Tabou, pas ça là, qui s'intitule Corde raide. Et là, je me demandais, moi, je sais pas si on va bien voir. Sinon, tous les liens pour en savoir plus sur les romans, je vais les mettre dans la barre d'infos en bas. Mais je voulais savoir si tu voulais nous en parler, en fait. Mais, comme je l'ai dit tantôt, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, quand j'ai eu 22, 23 ans, dans ma vie, il s'est passé toutes sortes de choses. C'était rough, là. C'était vraiment, vraiment rough. Je vais dire ouvertement, là, c'était dépression, anxiété, j'étais plus capable d'aller à l'école, j'étais plus capable d'aller travailler, là, c'était burn-out, je faisais des crises, mes émotions Ça a-tu commencé de manière comme un peu du jour au lendemain ou c'était comme plus progressif en début vingtaine? C'était très progressif. Au secondaire, j'étais très, très à pic là, dans mes humeurs, mes émotions. Ça s'est calmé un peu, mais au début de la vingtaine, ça a redescendu avec toute l'anxiété de l'école, l'appartement à payer. J'étais très, très, très anxieuse et ça a déboulé en anxiété. Finalement, après plusieurs rencontres, j'ai été diagnostiquée trouble de personnalité limite, okay. TPL ou borderline, les gens connaissent plus ça. Donc, encore une fois, là, j'avais un carnet, là, mais j'avais le goût de lire un roman avec un début, un milieu, une fin d'un personnage qui vivait avec le TPL et pour voir ce qui lui arrive, pour mieux comprendre si moi, je vivais exactement ce qu'elle vivait. Et il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas ou je ne les ai pas trouvés. C'était surtout des romans, mais c'était plus un niveau information, là, écrit par des médecins ou des gens qui ont le TPL, mais c'était plus des témoignages. C'était pas vraiment... pas une histoire avec des personnages. OK. Et mais là, j'ai eu connaissance de la collection Tabou parce que je suis une grande fan de cette collection-là et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le trouble de personnalité limite. Donc, j'ai pris tout mon journal intime et je l'ai mis plus en fiction, là, en roman, là, avec un personnage que j'ai créé de... Ce personnage-là, c'est un peu moi. Et c'est ça, je lui ai créé carrément une histoire à ce personnage-là et Corde raide est né sous fait qu'il y a des personnes qui vont pouvoir s'identifier comme à ton personnage, puis est-ce que ça peut aider aussi aux gens qui, si ils se doutent d'avoir peut-être le borderline, mais ils pourraient peut-être trouver des réponses comme dans ton roman, tu sais, ça peut-tu aider en ce sens-là aussi? Ben, oui, parce que j'ai souvent des messages dans ma boîte de réception là, sur Facebook
des gens qui, justement, ils m'ont écrit pour me dire que grâce à mon roman, soit qu'ils ont compris ce qu'ils vivaient, soit qu'ils ont accepté ce qui leur arrive et qui ont décidé d'entamer des démarches, justement, auprès de professionnels, là, parce que le TPL, c'est plate, mais ça se guérit pas. Ça fait partie de soi. Sauf que ben là, en ce moment, j'ai plus de médicaments, mais avant, j'en prenais aussi. Mais avec les thérapies, des médicaments aussi, des fois, comme support, là, lorsque ça va vraiment pas bien. On peut s'en sortir, on peut apprendre à vivre avec les émotions à pic. C'est la peur d'être abandonné, c'est du clivage, là, c'est tout ou rien. C'est des gens qui gèrent pas bien leur colère, leurs émotions. Ils ont tout le temps l'impression d'avoir un vide, de ressentir un vide. Ils comprennent pas, ils sont pas capables de le combler. Fait qu'ils comblent avec des comportements dommageables, donc conduite dangereuse. Je conduisais vraiment dangereusement, je l'avoue. OK. C'est de la boulimie, c'est de la toxicomanie, l'alcoolisme. Ça peut créer plusieurs comportements. Vraiment, c'est quelque chose. Puis, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ces gens-là agissent comme ça. Puis, imaginez les personnes qui vivent ça, ils ne comprennent pas plus. Oui. Donc, c'est pour ça que mon roman, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, soit en salon du livre ou qui sont venus m'écrire pour me dire que mon roman, il les avait vraiment aidés, soit pour eux ou pour mieux comprendre comment vivre avec une personne avec un TPL. Mais en même temps, tu dois trouver ça super d'avoir tout ce retour-là, puis que ton roman a aidé des gens. Tu dois comme, je sais pas, avoir l'impression d'apporter quelque chose. Mais c'est sûr, parce que on va se dire, là, être auteur au Québec, là, tu ne deviens pas auteur pour faire de l'argent. Là. Puis, même si c'est le fun, là, avoir un petit chèque là, une fois par année, là, c'est vrai que c'est le fun, mais les feedbacks des lecteurs pour te dire que juste qu'ils ont aimé ton roman, c'est vraiment gratifiant. Mais en plus de se faire dire que ça les a aidés, c'est encore plus, c'est encore vraiment plus wow. Là. Moi, j'ai même une dame là, dans la cinquantaine qui est venue me voir dans un salon du livre là, pour me dire que ça l'a aidé son amie. Là, fait que ça peut être de tous âges. J'ai des ados comme j'ai des adultes là, qui viennent me voir. OK. Super. Ben, moi, en tout cas, bravo pour vrai pour comme cette initiative-là, parce que, tu sais, comme tu dis, c'est ça, un roman. Tu fais pas un roman au Québec pour nécessairement avoir comme l'argent, mais je trouve ça le fun que ton roman a aidé autant des adolescents, adultes, des personnes plus vieilles. Oui, et c'est très thérapeutique. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Ben oui, ça doit. OK. Si on continue avec la prochaine question, tes meilleurs moments pour écrire? N'importe quand! En fait, aussitôt que je me lève le matin, ou ben des fois l'après-midi aussi, là, non, je suis zéro matinale. J'ouvre mon portable et je me branche sur Scrivener. Je ne suis pas capable d'écrire sur Word. Je ne suis pas capable. Depuis que j'ai découvert Scrivener grâce aux filles de Luzerne, je suis je suis comblée. Donc, j'ouvre Scrivener et j'écris. Puis des fois, je vais écouter de la musique, des fois, je vais écouter des films, des émissions, mais je vais quand même écrire en même temps. Là. Je me fais pas des sessions de « OK, je vais écrire pendant 2 heures, puis je vais faire autre chose. Okay. » J'écris par-ci, par-là. Sinon, quand je suis au travail, je peux pas écrire, mais le hamster, là... il roule pareil? Il roule. Je l'ai appelé Albert. Là. Fait que Albert, oui, il roule dans sa petite roue dans ma tête. Puis aussitôt que j'ai une pause à la job, là j'écris sur mon téléphone toutes les idées que j'ai eues. Puis en fait, je les retranscris. Puis après, j'ai écrit, là, est-ce que ça marche, ça marche-tu, ça marche pas. Et là, en ce moment, je peux plus à cause de la pandémie, mais j'écris beaucoup pendant mes cours à l'université. Je crois qu'une bonne partie du tome 2 des damnés et le tome 3 sont écrits pendant mes cours. Je sais pas si j'avais ce détail-là. Je pense que tu me l'as peut-être dit, mais je suis encore impressionnée de... Non, j'avais oublié de le dire, mais oui, je ne suis pas une élève modèle. Mais j'écoute pas vraiment. Claire, j'écris. La fille, elle se paye des sessions à l'université, mais finalement, elle est en train de... Au bout de sa session, elle a pondu un roman. Oui, exactement. Là. Mais je suis pas la seule. Là. J'en connais d'autres là, qui écrivaient pendant. Mais je pense que c'est ouais. Dion, je pense, là, qui me dit qu'elle aussi, elle faisait la même affaire là, à l'université. Elle écrivait ses séries. Là. Ça reste que c'est drôle pareil. Là. Exact.
Sinon, ben, t'as aussi une série fantastique steampunk qui sort bientôt avec Luzerne Rousse. Je sais pas si tu veux comme nous parler du monde steampunk ou ton histoire, tes personnages. Ben, le steampunk, à la base, il y a des gens qui connaissent pas ça, mais C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, me semble, au Québec, ça se peut-tu? Non, c'est ça. C'est très. C'est pas très rare, là, mais ça. Ça existe pratiquement pas. Steampunk, dans le fond, on appelle ça une uchronie. Dans le fond, c'est comme si l'époque victorienne, avec la révolution, c'est comme si la révolution industrielle était arrivée plus tôt dans l'histoire. Donc, on mélange tous les habits de l'époque victorienne, là, les chapeaux de forme, les grandes robes, les jupes, les corsets. Et on mélange ça avec tous les éléments du steampunk. Donc, les goggles, c'est inévitable. On a aussi tout ce qui est engrenage aussi, les aéronefs aussi, les dirigeables. Donc, c'est toute une fusion entre deux univers. Donc, moi, j'ai placé mon histoire là-dedans. En fond, un résumé vite là, de ma série, c'est l'histoire d'Éléonore qui se réveille à Altaria, qui est le royaume des morts. Donc, rien de moins. Moi, j'ai aucune situation initiale. Pour avoir lu, je pense, ton premier chapitre, là, ça commence à être rough. Là. Oui, c'est assez rough. Là. Donc, on est au royaume des morts. C'est un univers qu'elle ne connaît pas du tout. Là. Il n'y a rien de steampunk. Là. Elle ne reconnaît pas les habits, les noms sont étranges. Puis la technologie aussi, elle n'a jamais vu ça. Donc, elle veut revenir sur... en fait, l'histoire se passe à Altaria, mais sur Terra aussi. Terra qui est un monde un peu comme la Terre, mais c'est pas la Terre. Là. C'est un autre univers. Donc, je vais retourner là. Puis je la comprends, en fait. Donc... elle va apprendre qu'elle peut retourner sur Terra grâce à une relique, qui est un objet rare et indestructible. Et elle va réussir à retourner sur Terra, mais elle va apprendre qu'elle ne peut plus vivre comme avant. Là. Elle est traquée par des chasseurs qui vont essayer de la renvoyer à Altaria. Elle va devoir dire au revoir aux gens qu'elle aime, justement, pour les protéger des Altariens. Okay. Elle va rejoindre un groupe de damnés qui, eux aussi, ont réussi à quitter le royaume des morts avec une relique. Okay. Et c'est là que l'histoire va commencer, là, où est-ce qu'elle va essayer d'apprendre à vivre avec son nouveau corps de damné. OK. Puis je pense qu'on n'a pas nommé le roman, mais il s'appelle Portal Linton. C'est grand. Puis, on sait que la prévente va se faire le 15 août. Et puis sa sortie va être un mois plus tard, soit le 14 septembre. Mais pour la prévente, ça va être possible d'avoir soit le roman dédicacé, un pendentif et le signet de Portal Linton. Mais il y a aussi une boîte qui c'est possible de choisir. Donc, dans la boîte, il va y avoir Portal Linton dédicacé, des lunettes steampunk, un pendentif, un article Luzerne Rousse, ça on ne sait pas encore c'est lequel, plus le signet. Vous êtes avertis, si jamais ça vous intéresse, ça sort très bientôt. Et sinon, il y a aussi le feuilleton qui est là en ce moment, qui peut être commandé chez Luzerne Rousse, qui est un préquel à la série qui se passe 50 ans avant Les Damnés, qui est le tome 1, le titre du tome 1. Je ne sais pas si tu veux nous parler rapidement un petit peu de l'histoire. Oui, dans le fond, comme tu as dit, L'Aube des Damnés, c'est un feuilleton que j'ai écrit après le tome 1. Et ça se passe 50 ans plus tôt. Donc là, on a comme deux personnages. On a Alexander et Edward, qui, eux, ce sont des amis de longue date. Et Edward, lui, était destiné à devenir directeur du collège Ravensdale, qui est un très grand collège prestigieux à Portal Linton. Et ils sont morts. Donc, dans le résumé. Punch, là. Ouais, c'est ça, parce que il y a plein de morts dans les romans. Mais pour vrai, tes résumés, là, ils m'accrochent beaucoup, là, parce que c'est ça. Pour l'autre des damnés, tu lis, puis à la fin, c'est cette soirée-là, ils sont morts. Mais wow. C'est ça, ils meurent pas à la fin, leur mort, c'est le début, là, carrément. C'est ça, tu sais, c'est très accrocheur, je pense que tu veux comme en savoir plus. Là, où est-ce qu'on est rendu? Je pense qu'on a le chapitre 3, puis le chapitre 4 s'en vient bientôt, mais
c'est ça, tu veux savoir là, pourquoi ils sont morts puis connaître comme tes univers, là, mais... Oui, exact. Donc, par exemple, pour le feuilleton, on n'est pas obligé de le lire pour comprendre la série Les Damnés. Et on n'est pas obligé de lire la série des Damnés pour... on peut juste lire le feuilleton sans lire la série aussi, sans problème. Mais c'est surtout dans l'histoire, là, où est-ce qu'on est dans le tome 2, là, j'ai fini de l'écrire, il est envoyé chez Luzerne. Donc, ça va être vraiment plus des insides, où est-ce que là, le lecteur, s'il a lu les feuilletons et qu'il lit le tome 2 des Damnés, il va pouvoir faire des liens, il va pouvoir dire « Ah, c'est tel personnage, ah, c'est comme ça que ça s'est passé, telle chose. » Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Super, OK. Puis c'est ça, ça n'empêchera pas non plus à notre compréhension si on lit dans n'importe quel ordre. Non, exact. On peut lire le feuilleton et ensuite on peut lire la série, ou on peut lire la série et le feuilleton. C'est juste que le lecteur, au lieu de dire « Ah, c'est pour ça que c'est passé telle affaire. » OK. Parce que, bref, le feuilleton que je suis en train de découvrir, ça me donne vraiment envie d'avoir le tome 1 entre mes mains, mais je sais que ça sent bien, ça sent bien. Puis sinon, la dernière question, on y est déjà rendu. C'est quoi, étant donné qu'on est le 12 août, je te demande à toi, c'est quoi le livre québécois que tu recommandes? Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui vont recommander des romans. Moi, j'aimerais ça. Ils ont suggéré une bande dessinée québécoise qui a été écrite par Axel Lenoir. Donc, je vais vous le présenter vite. C'est une bande dessinée qui s'appelle L'Esprit du camp. Donc, on suit les aventures d'Élodie, qui, dans le fond, elle est forcée à devenir animatrice du camp. Elle veut vraiment pas, elle veut rien savoir des enfants. Eh, boy! Mais, en plus, elle doit comme s'occuper d'un groupe. C'est juste des petites rousses. C'est vraiment drôle. Donc, pour elle, c'est un enfer, là, vivre au camp de jour. Sauf que plus les jours avancent, plus elle se rend compte qu'il va y avoir comme des événements étranges qui vont se passer sur ce camp de jour-là. Et c'est là que le lecteur, il pense que c'est du réalisme tout le long, mais là, on va comme avoir comme du fantastique qui va embarquer là-dessus. Okay. Donc, c'est vraiment intéressant là, parce que là, je vais le dire, là, dans le fond, il y a 2 bandes dessinées. Là. C'est 1 et 2. Là, ça ne s'étend pas là, à 45 volumes. Là, c'est vraiment 1 et 2, tu as l'histoire du début à la fin. C'est une duologie, puis est-ce qu'il va y avoir une suite après ou c'est vraiment ça s'arrête à 2 tomes? Non, dans le fond, là, je sais que l'auteur travaille, elle a sorti aussi Si on était, qui est une autre bande dessinée complètement différente aussi. Et puis là, je sais qu'elle travaille aussi sur un autre projet en ce moment. Mais j'ai découvert cet auteur-là avec l'Esprit du camp, justement, puis je l'ai rencontrée au Salon du Livre, puis j'ai tellement trippé sur elle que j'ai acheté le tome 2, puis j'adore. J'adore son univers, j'adore son style de dessin. Là. Je vais le montrer vite. Là. Ah oui, c'est très coloré, très... Ah oui, c'est très... C'est fantastique, mais on rentre dans le fantastique un peu... C'est du paranormal un peu. Là. C'est des c'était ça ma question. En fait, c'est-tu un petit peu ésotériste? Y a-tu fantômes ou des Oui, c'est ça. C'est comme... J'imagine que ça doit toucher un peu à ça. Là. Exact. Là, le lecteur n'est pas trop dépaysé non plus. Là. On ne s'embarque pas dans une histoire là, où est-ce que... Là, il y a plein d'explications. Le lecteur doit s'adapter à un nouveau monde. Là. C'est vraiment... C'est vraiment des phénomènes là, hantés là, d'esprit, là, d'où l'esprit du camp, en fait. Là. Ben oui, donc, c'est pas une histoire trop complexe. Là. Comme je dis, c'est une bande dessinée en 2 tomes. Là, donc, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Les dessins sont super. C'est une belle petite lecture d'été. Là. Parfait, ben oui. Good. On est en été. Effectivement, je veux dire, c'est comme l'occasion, là où jamais de le lire. Fait que... on a toutes passé les questions. Merci à toi d'avoir participé à l'interview, de m'avoir permis de te questionner. Et, merci à toi de m'avoir invité sur ton compte Zoom. Sur ma chaîne? Oui, sur mon compte Zoom. Ouais, exact. Mais on va s'en aller sur ma chaîne. C'est bon. Fait que oui, si vous voulez, j'imagine avoir Corderine et autres, si vous avez des questions, je pense n'hésitez pas comme à aller parler à Stéphanie. Elle est quand même... ouverte d'esprit, elle ne mord pas et
Plus sympathique aussi, là. Très sympathique, oui. Et ben oui, pour Portalington, ben c'est ça, juste un rappel que la prévente est le 15 août. Sa sortie est le 14. Si vous voulez une boîte, c'est très possible. Sinon, ben il y a la prévente avec quelques petits objets promotionnels. Et sinon, ben pour ma part, c'est ce qui conclut cette interview. Et j'imagine, je sais pas si on va se revoir la fin de semaine prochaine. Je vais regarder ça, parce que là, je suis un petit peu mêlée dans mes horaires, puis je suis aussi en vacances en même temps. Mais bref, d'ici à ce qu'on se revoit, ben, je vous souhaite des bonnes semaines livresques. Bye bye!